Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle semaine For You Matin qui s'ouvre avec l'actualité principale au Niger. Les 4 et 5 septembre dernier, une délégation bipartite du Congrès américain a effectué une visite au Niger, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays, conduite par le représentant Austin Scott, membre influent des comités de service armé et du renseignement. La délégation a eu des discussions approfondies selon les informations qui nous ont été rapportées par les médias locaux. Bien sûr, discussions approfondies avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les deux parties ont abordé la redéfinition des bases de la coopération bilatérale, bien sûr, entre le Niger et les États-Unis. L'objectif de cette visite était de renforcer les liens stratégiques en élargissant la coopération au-delà de la sécurité afin de mieux répondre aux défis régionaux et promouvoir la stabilité au Sahel. Voilà pour l'essentiel, en tout cas, autour de cette rencontre entre cette délégation américaine qui s'est retrouvée du côté du Niger, lorsqu'on sait également que début août, les États-Unis avaient déjà achevé le retrait du Niger de l'ensemble de leurs forces militaires. On parle d'environ 1000 à 2000 hommes, comme l'avait explicitement demandé justement le pouvoir en place, le pouvoir de Niamey. Alors que nous réserve cette nouvelle collaboration ou coopération entre les États-Unis et le Niger? De l'autre côté, on parle de renforcement du partenariat bilatéral et bien sûr au cœur, on parle de sécurité et renseignement lorsqu'on sait que cette partie, bien sûr, le Niger qui fait partie de l'Alliance des États du Sahel, fait donc face à des attaques terroristes également, tout comme les autres États, le Burkina Faso, mais aussi le Mali. À quoi devrait-on s'attendre, jusqu'où, ou alors que nous offre ce partenariat, en tout cas, qui semble se dessiner, ou alors un renforcement entre le Niger et les États-Unis? On en parle en thématique principale de cette édition. C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver ce matin encore dans le cadre de votre programme matinal For You Matin. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs, chers auditeurs également, parce qu'on le sait, vous nous suivez également, vous êtes très nombreux à travers la 96.3 FM For You Radio. Merci infiniment. Merci aussi à ceux qui nous suivent à travers les différentes pages Facebook et YouTube. Merci de votre fidélité. Eh bien, le thème principal présenté, on va d'abord revenir sur une autre actualité tout aussi importante. On parle du Niger et du Bénin qui ont fait part, du moins, de leur volonté de rétablir leurs relations. Donc, lors d'un entretien, d'après les informations qui nous sont parvenues, entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakary Yahou Sangaré, avec son homologue béninois Olusegun Wadjadi Bakri, en marge des travaux du sommet du Forum de la coopération sino-africaine du côté de Beijing, où vous vous souvenez que s'est déroulé effectivement du côté de la Chine. Les deux parties ont donc mis l'accent sur la coopération bilatérale, selon bien sûr ce que nous rapportent les médias de ce côté-là, citant un communiqué du ministère nigérien des Affaires étrangères. Au cours de cet entretien, d'après les sources, les deux responsables ont discuté de la normalisation en cours sous le leadership de leurs chefs d'État respectifs et des relations entre les deux pays. Alors, on va permettre à nos invités de dire un mot également en ce qui concerne cette actualité, avant quand même le bonjour. Sur ce plateau, le docteur Sango m'accompagne ce matin. Bonjour, docteur Sango. Bonjour Madame Siké Ndoubé, bonjour à l'Afrique, bonjour à mon co-discutant et bonjour à tous les téléspectateurs et téléauditeurs que j'ai le plaisir de retrouver encore ce matin dans le cadre de cette émission j'ai appelé la matinale. Je vais également souhaiter bon début de rentrée à tous les écoliers du côté du Cameroun, parce que nous sommes aujourd'hui le 9 septembre
date de la rentrée scolaire du côté du Cameroun, je vais souhaiter à toute la communauté éducative une très bonne rentrée scolaire de l'année académique 2024-2025. Merci à vous, docteur Sango. On va aller retrouver cette fois-ci monsieur Henri Atongana avec qui nous allons partager également ce plateau. Bonjour monsieur. Oui, bonjour Mme Siké, encore une fois. Je suis toujours ravi quand vous m'invitez à venir partager la communion panafricaine avec les téléspectateurs que je salue, avec nos co-contradicteurs, dont M. Sango, avec toutes ces personnes qui nous suivent et qui nous envoient des messages. C'est eux qui nous donnent la force de continuer le combat de façon inlassable. Encore une fois, je suis ravi d'être là, invité sur Foyou Média africain. Voilà, merci à vous, monsieur Atongana. Eh bien, on l'a annoncé, on va donc dire un mot sur l'actualité, notre thématique d'accueil. Bénin-Niger, qui décide de renforcer leurs relations. Les ministres, vous vous souvenez, on a parlé de ce forum du côté de la Chine où des chefs des délégations africaines, chefs d'État, de gouvernement également africains, ont fait le déplacement sous l'invitation bien sûr de la Chine. Eh bien, en marge de cette rencontre, il y a eu des discussions bilatérales entre le Niger et le Bénin, et les deux pays, selon ce qui nous est rapporté, ont fait part de leur volonté de rétablir leurs relations. Docteur Sango, aujourd'hui, on pourrait dire peut-être que l'eau a coulé sous les ponts. C'est vrai que le Niger, entre-temps, a commencé, bien sûr, à signer ou alors à aller vers d'autres, à renforcer ses partenariats ou alors sa coopération avec d'autres alliés. Le Bénin également a continué sa coopération avec ses alliés, certainement d'hier et d'autres aussi, mais aujourd'hui, en marge de ce forum qui s'est déroulé du côté de la Chine, on voit cette résolution effectivement entre le Bénin et le Niger. Quel est votre avis aujourd'hui? Est-ce que on ne pourrait pas dire est-ce que c'est une bonne chose, parce que nous prenons effectivement cette solidarité entre les États africains, mais aujourd'hui, cette résolution de ces deux États, pourtant aussi justement très voisins, très proches, ne peut qu'être, docteur Sango, bénéfique pour chaque partie. Nous constatons que le sommet du FOCAC qui vient de se tenir en Chine était un haut lieu, n'est-ce pas, des rendez-vous diplomatiques, parce qu'on se rend bel et bien compte que ce n'est pas seulement le rendez-vous entre la Chine et le continent qui était sur la table. Et à côté de cet enjeu ou de ce rendez-vous-là, il y a eu ce qu'on appelle le parlementarisme de couloir qui a caractérisé un certain nombre de chefs d'État, au rang desquels le président béninois et le président nigérien à travers, n'est-ce pas, leur ministre des Affaires étrangères. Tout à fait. On aurait souhaité que ce rapprochement ou cette volonté de rapprochement se fasse en Afrique, d'accord, étant donné que ces deux pays sont juste frontaliers et voisins. Mais malheureusement, ça s'est passé du côté de la Chine. Mais je pense que c'est une bonne chose du point de vue, n'est-ce pas, de l'apaisement et du réchauffement des relations diplomatiques. Il faut dire que après, n'est-ce pas, les conséquences, ou alors face aux conséquences économiques, n'est-ce pas, prises par la CEDEAO et qui ont plombé ces deux États dans une sorte, n'est-ce pas, ici, de détresse économique, les deux présidents aujourd'hui ils sont en train de comprendre qu'il est important de passer du principe, n'est-ce pas, des principes rigides pour céder la place à la politique. Céder la place à la politique parce que en réalité, ça ne servirait à rien de rester chacun sur sa position rudimentaire, alors que les populations sont en train de souffrir sur le terrain, les premières victimes sur le terrain. Ça ne servirait à rien de rester, n'est-ce pas, sur ces positions, alors que sur le plan économique, sur le plan de l'intégration, on voit que ça n'avance pas. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce rapprochement-là s'explique fondamentalement par ses conséquences économiques qui traversent ces deux États. Parce qu'il faut dire que les conséquences sont visibles, non pas seulement du côté du Niger, les conséquences sont réciproques.
Parce que lorsque vous voyez le port de Cotonou, Oui. c'est un port qui est fondamentalement, n'est-ce pas, ici, achalandé par un pays qu'on appelle le Niger. 15% des échanges du port de Cotonou proviennent, n'est-ce pas, du Niger. Donc vous voyez donc qu'avec ces relations qui étaient tendues, il y a eu une sorte, n'est-ce pas, de déficit économique du côté du Bénin, qui s'est manifesté ou qui se manifeste fondamentalement par la croissance économique ou par la décroissance économique et n'est-ce pas ici la misère de la population. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, mais il va falloir que les uns et les autres, n'est-ce pas ici, font, n'est-ce pas, beaucoup plus attention, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent avec beaucoup plus de prudence. Beaucoup plus pour le Niger. Pourquoi? Parce que en réalité, l'enjeu fondamental du côté du Niger reste sa frontière, qui jusqu'ici a été fermée parce que le Bénin a longtemps voulu se livrer comme étant le passage à travers lequel on doit décimer le Niger, consécutivement, n'est-ce pas, à la décision du Niger de prendre une nouvelle direction dans son déploiement politique et géopolitique au niveau international. Donc moi je pense que le Niger aujourd'hui doit faire très attention parce que les redéploiements géopolitiques que nous sommes en train de vivre aujourd'hui fondamentalement des puissances occidentales, et la deuxième thématique va nous permettre d'expliquer davantage ce repositionnement géopolitique et géostratégique de ces puissances-là, n'est pas encore fermé, n'a pas encore disparu. Et cette volonté, n'est-ce pas, de briser cette dynamique qui a été impulsée par le Niger consécutivement avec ses États voisins, à savoir le Mali et le Burkina Faso, porte aujourd'hui des fruits salvateurs dans ces États-là, mais des fruits amers du côté des puissances occidentales. Oui. Donc, en se rapprochant diplomatiquement avec le Bénin, le Niger devrait faire très attention sur sa frontière. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce Niger-là ne doit pas, pour le moment, ouvrir sa frontière parce que les choses ne sont pas encore redevenues à la normale. Pour que l'ouverture de la frontière nigérienne se fasse, il va falloir que le Niger, en collaboration avec ses deux pairs de l'AES, pose un certain nombre de préalables sécuritaires, de telle sorte que l'invasion qui est portée par les puissances occidentales à travers la CEDEAO ne puisse pas s'implémenter et y prospérer. Donc, pour le reste, nous devons saluer ce rapprochement diplomatique entre ces deux États. C'est ce que nous avons toujours voulu. Vous savez que l'Afrique reste une entité qui a une même histoire et qui est condamnée à évoluer ensemble. On n'est pas toujours content lorsque deux États africains se regardent en chien de faïence. Pire encore, lorsque ces deux États-là sont frontaliers, tels que le Bénin et le Niger. Oui. Donc ce rapprochement-là, c'est une bonne chose, mais je pense que, compte tenu de l'atmosphère qui caractérise aujourd'hui le continent, qui caractérise cette sous-région de l'Afrique de l'Est, il est important de prendre, n'est-ce pas, des précautions, d'y évoluer avec beaucoup de prudence, parce que les ennemis n'ont pas encore, n'est-ce pas, n'ont pas encore disparu. Il y a une sorte de repositionnement qui est en train de s'opérer de la part de ces puissances occidentales, et ce repositionnement-là pousse donc les États de l'AES à une sorte de prudence qui devrait être observée dans leur traction, tant au niveau interne de cette localité, mais aussi et surtout au niveau international. Donc le sommet de la Chine, du FOCAC Chine-Afrique est un sommet qui a permis, il faut le dire, d'accoucher de très bonnes nouvelles pour le continent africain, même si nous sommes de ceux qui pensons que ces sommets sur le plan international, tels qu'ils sont organisés et tels qu'ils s'implémentent, posent quand même problème du point de vue de la souveraineté des États africains sur le plan international. Vous avez souhaité, en tout cas, vous avez déploré le fait que ce type de discussion
soit tenu justement dans on va dire un territoire non africain. On rappelle effectivement que les deux parties ont convenu de la poursuite des échanges entre les autorités compétentes des deux pays, notamment lors de la prochaine rencontre, cette fois-ci à New York, qui est prévue en marge des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. On a quand même l'impression que finalement le problème est encore assez profond. Sinon, comment comprendre que les deux parties n'arrivent effectivement pas à se retrouver sur le sol africain s'il y a déjà eu quand même cette discussion préalable? Comment comprendre que la discussion ne puisse pas se poursuivre sur le sol africain? Monsieur Henri Atangana, on poursuit avec vous toujours sur cette question. C'est une bonne chose, effectivement, comme l'a dit ici le docteur Sango, mais il faudrait toujours mettre des garde-fous, surtout pour le Niger. On va mettre des garde-fous pour le Niger. Pour le Niger, en effet. Le gros dans cette histoire-là, c'est qu'il faudrait se demander qui discute. Monsieur Talon ne discute pas, Monsieur Talon est aux ordres. Donc, il fait ce qu'on lui dit de faire, il consulte. Alors, on va faire un petit rappel, parce qu'on a vite oublié que Monsieur Talon, sous les ordres de la France, piloté par l'OTAN, a utilisé l'oléoduc Niger, qui passe par le Bénin, vis-à-vis M. Talon a utilisé cet oléoduc comme arme géostratégique. Ce n'est pas une activité lointaine, elle est quand même récente. Bon, pour rappel, qui est le propriétaire, le financier de cet oléoduc? Et il bénéficie à qui? Je vous avais dit que quand vous regardez la géostratégie, si vous ne regardez pas les intérêts économiques, dont les intérêts financiers, vous n'allez pas tout comprendre. On se souvient, nous avons discuté ici, Mme Siké, que cet oléoduc est un oléoduc chinois. Vous l'avez oublié. Et cet oléoduc, Talon va l'utiliser comme arme géostratégique. Il va fermer. Il va fermer sous la commande de qui? Vous vous souvenez de la crise CEDEAO, État de l'AES. Vous vous souvenez aussi que le Niger va accuser le Bénin d'avoir des camps d'entraînement militaire sur son sol. Va fermer la frontière. Monsieur Sango en parlait tout à l'heure. Ils sont où? En Chine. Et la Chine a dit quoi? J'ai des investissements de l'ordre de 50 milliards de dollars en Afrique. D'ailleurs, pendant cette crise sur le léoduc, beaucoup disaient, mais pourquoi la Chine ne réagit pas? Eh bien, elle a réagi. Donc, on a dit à M. Talon, écoutez, on a eu des accords pour faire cet léoduc, respecter ces accords d'une part, et d'autre part, nous investissons en Afrique, qu'est-ce que vous en pensez? Prenez position. M. Talon a consulté ses maîtres. Et ils ont trouvé un accord. M. Talon ne discute pas. C'est la raison pour laquelle les débats ne se font pas sur le sol africain. Parce qu'ils ne discutent pas, ils sont aux ordres. Parce que j'avais dit ici que M. Talon est un colonisé assumé. Il assume, comme beaucoup de pays en Afrique, vous voyez maintenant qu'ils assument leur infériorité en refusant de se décoloniser. Ils sont aux ordres. D'ailleurs, il n'y a pas que certains pays africains. Quand vous regardez ce qui se passe dans beaucoup de pays qui sont les pays dits de l'OTAN. On en a discuté ici, ils assument colonisés par les Américains. C'est sur votre plateau qu'un homme politique français, on était ensemble, on vous a dit que la France ne décide de rien, ce sont les États-Unis. On a pensé, après la chute du mur de Berlin, qu'il y aurait plus on allait vers plus de démocratie. Monsieur le chef de l'État français, monsieur Biala, a rappelé. Qu'est-ce qui s'est passé?
c'est qu'on est allé vers un monde unipolaire avec un seul pays qui veut coloniser le monde entier. Et quand vous colonisez les gens, ils réagissent quand ils peuvent. Vous avez vu les frictions entre les États-Unis et la Chine. Maintenant, avec la Russie. Parce que la Chine est devenue un pays puissant économique. Du point de vue économique, c'est sur ce plateau encore que, vous vous rappelez, mon frère Triple A disait que la Chine est l'usurier du monde. En fait, c'est pour dire que l'économie de la Chine étant florissante, son commerce extérieur est largement excédentaire. Donc, il prête de l'argent aux pays du monde, notamment aux États-Unis. Donc, quand vous lisez sur une presse que la Chine détient les bons de trésor américains, c'est ça que ça veut dire. Alors, cet excédent commercial doit être investi, sinon il est thésaurisé. Pour faire court, mais bon, c'est toujours difficile d'intervenir parce que nous discutons avec des téléspectateurs et j'essaie toujours d'éviter des mots très experts. Parce que quand vous dites un excédent commercial doit être investi, sinon il est terrorisé. Monsieur tout le monde qui nous écoute, bon, il comprend à moitié. En réalité, les devises que la Chine a magasinées, parce qu'il vend beaucoup plus qu'il ne produit, ben, s'il n'achète pas pour équilibrer sa balance de paiement, il se trouve avec beaucoup de devises. Et justement, ces devises-là, il essaie de les investir, puisqu'il ne peut pas les utiliser. Les devises ne sont pas sa monnaie. C'est que les gens ne comprennent pas toujours la différence, j'utilisais en téléspectateur ici, la différence entre la devise et la monnaie. Quand vous avez une devise, je donne un exemple, si vous êtes au Nigeria, je ne vais pas parler du Cameroun, du Nigeria, et que vous avez le dollar, vous ne pouvez pas l'utiliser. Si vous êtes aux États-Unis et que vous avez le naira, vous ne l'utilisez pas. Vous l'avez dans ce qu'on appelle une réserve de devises. C'est que le jour où vous allez dans l'autre pays, vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est vous, personne physique. Du point de vue macroéconomique, au vu d'un État, on parle alors de réserve de devises. Donc, vous avez des actifs, on appelle ça des actifs globalement, des valeurs qui sont thésaurisées, c'est-à-dire ni investies, ni consommées. Vous essayez donc d'investir. C'est ça que la Chine fait. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. La Chine essaie d'investir en Afrique parce qu'il y a un potentiel de consommation énorme en Afrique. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ce n'est pas parce que la Chine est gentille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Chine a un intérêt géopolitique à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a dans le monde une réalité. Les États-Unis essaient d'être le colon de tout le monde entier. Et alors, dans ce conflit États-Unis, bloc de l'Est, il se passe que si l'Afrique tombe dans les mains du bloc de l'Ouest, c'est-à-dire otanien, ben, le bloc otanien a les hommes qui sont la chair à canon dans leur guerre future contre la Russie et la Chine. Au moins ça. Vous vous souvenez des tirailleurs sénégalais, du sort de tirailleurs sénégalais des temps modernes. Il faut expliquer ça aux gens. C'est l'intérêt de la souveraineté de ces États. Il y a donc une confrontation sur le sol africain géopolitique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la Chine a donc un intérêt géopolitique à s'implémenter. D'abord parce qu'il s'ouvre des marchés, c'est pour ça qu'il investit pour avoir des consommateurs, à nous de savoir saisir les opportunités. Mais alors, quand il dit je mets ce tabouret-là, on demande à Talon, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vas en profiter comme les autres ou alors tu décides? Alors, mais on a eu des accords sur le léoduc. Pourquoi tu le fermes? Monsieur Talon est donc obligé de demander à ses maîtres, vous m'avez dit de fermer. Vous m'avez dit, maître, qu'est-ce que je fais là maintenant? Les maîtres lui disent, OK, accepte ça. Et monsieur Sango a raison quand il dit que le Niger doit continuer à se méfier. Et c'est pour ça que les négations vont continuer. Parce que le Niger va dire, oui, moi, tant que j'ai des informations que ma sécurité est en danger, moi, je vais bien. Donc, en fait, c'est la diplomatie chinoise sur base des intérêts chinois. C'est de ça qu'il s'agit, en effet, là. Alors, il ne peut pas avoir des discussions en Afrique parce que c'est des pantins, sauf peut-être les pays de l'AES. Vous voyez, vous le constatez, qu'ils ont attendu d'aller en Chine et on a dit à M. Talon, ben voilà les intérêts. Moi, je ne peux pas continuer à investir pour que vous disiez après que
piloté par d'autres, vous allez fermer un oléoduc. Je rappelle aux uns et aux autres qu'un oléoduc, c'est des budgets parfois à des milliards de dollars, d'euros. Et entre le moment où on le pense, où on le conçoit et l'exécute, 6, 7, 8 ans passent. Quand on le met en œuvre. Parce que certains disent souvent, bah oui, c'est une vieille histoire. Mais non, quand on vous parle des projets à des milliards d'euros, moi j'en ai fait à des millions d'euros. À la tête du projet. Mais là, vous parlez des milliards. C'est deux mondes. Vous n'imaginez même pas, entre le moment où on décide des financements, on décide de la réalisation technique, on décide de la mise en œuvre, 10 ans passent. Donc, ce sont des projets nouveaux, récents. Je dis bien récents. Donc, quelqu'un qui dit, ah non, c'est des vieux projets, c'est qu'il ne comprend rien au monde parce qu'il ne l'a jamais fait. Voilà. Donc, c'est par rapport donc, à ce oléoduc qui appartient à la Chine, que la Chine a mis en œuvre des milliards de dollars pour l'exécution. Lui, il est encore court parce qu'il n'est pas du Niger à la mer en passant par le Bénin, il est court. Et imaginez des oléoducs ou des gazoducs entre États, entre continents. C'est des projets faramineux. C'était une parenthèse. Donc, la Chine a dit, ben voilà, appelé M. Talon, dit d'abord parce que nous avons signé des contrats pour le faire. La Chine n'aurait pas investi cet argent dans une réalité d'instabilité. Quand on investit, on a des négociations, on essaie de se rassurer que l'investissement sera rentable. Si tu mines parce que tu es président du AP, tu dis, bon, ben moi je ferme. Et parce que j'ai le soutien de d'autres partenaires. C'est ça qu'il s'est passé. Et les négociations vont continuer parce qu'en effet, le Niger a des informations sécuritaires. Il sait très bien que M. Talon, s'il décide quoi, il décide rien. Si vous pensez qu'il décide, c'est le genre d'Africains qui n'ont jamais décidé d'être indépendants. Ils acceptent, ils assument leur infériorité par rapport aux Occidentaux. Les colonisés assumés, les inférieurs assumés. Il a poussé le bouchon à nous expliquer même qu'on ne doit pas avoir de devoir de mémoire, c'est du passé. La colonisation, l'esclavage, c'est le passé. Les luttes pour se faire indemniser, c'est le passé. Voilà. Voilà. Vous vous souvenez, pendant la lutte des indépendances, c'était ça. Celui qui avait mis un beau petit costard pensait qu'il est déjà occidentalisé. C'est de ça qu'il s'agit. Je sors par là. Merci beaucoup, Monsieur Henri Tongana. On rappelle, effectivement, selon les sources, une fois de plus, par exemple, le média H24 Info, qui nous rapporte que la partie nigériane a en outre fait part de ses préoccupations sécuritaires qui bloquent la réouverture de la frontière entre les deux pays dans la droite ligne des échanges antérieure. Et puis quant à la partie béninoise, elle a fait savoir, du moins elle a assuré, et la partie nigérienne et réitérer la disponibilité de ses autorités compétentes à œuvrer pour le rétablissement rapide de la coopération et au renforcement de la confiance entre les deux pays. Eh bien, c'était tout pour notre sujet d'accueil. Certainement, nous y reviendrons lorsque nous aurons encore plus d'éléments là-dessus pour une fois de plus commenter et analyser cette actualité. On prend la petite transition. Ensuite, on revient sur le plateau pour aborder le thème principal de cette matinée. On l'annonçait tout au début de cette émission, les 4 et 5 septembre dernier, une délégation bipartite du Congrès américain a effectué donc une visite du côté du Niger, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. La délégation du Congrès américain était bien sûr conduite par le représentant Austin Scott, qui est membre influent des comités des services armés et du renseignement. La délégation a eu des discussions approfondies, entre autres,
avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les deux parties ont abordé la redéfinition des bases de la coopération bilatérale. L'objectif de cette visite était de renforcer les liens stratégiques en élargissant la coopération au-delà de la sécurité pour mieux répondre aux défis régionaux et promouvoir la stabilité au Sahel. Au cœur, bien sûr, de cet échange, la sécurité et le renseignement. Alors, docteur Sango, nous avons commenté ici l'actualité, les événements du côté du Niger et précisément les relations militaires ou sécuritaires qui lient le Niger aux États-Unis avec le retrait, on l'annonçait encore, début août, de ce qu'on a appelé du moins l'ensemble des forces militaires américaines sur le territoire nigérien avec cette visite de cette délégation de Congrès américain où on nous parle d'un renforcement possible du partenariat bilatéral et surtout sur les aspects sécuritaires et de renseignement. Comment est-ce qu'on pourrait interpréter cette rencontre, Dr Sango, une nouvelle orientation de la coopération entre le Niger et les États-Unis? De quoi est-ce qu'il est question? Je pense que c'est bien plus complexe que cela, parce que déjà d'entrée de jeu, il faut indiquer que c'est une rencontre bilatérale entre des États souverains. Tout à fait. Et de ce point de vue, on ne peut pas critiquer cette rencontre-là parce que les États sont toujours appelés à se rencontrer sur le plan international pour échanger sur un certain nombre d'éléments, n'est-ce pas, qui caractérisent leurs États. Mais il faut qu'on conçoive et qu'on appréhende cette rencontre bilatérale-là en l'inscrivant, n'est-ce pas, dans le contexte qui traverse ces deux États ou cette sous-région d'Afrique de l'Ouest, voire même sur le plan international, avec cette défractation des pôles de centralité que nous sommes en train de vivre sur le plan international et qui a des conséquences au niveau des sous-régions du monde et fondamentalement en Afrique aujourd'hui. Le contexte, c'est lequel? C'est qu'en réalité, on vient de voir que on vient encore de voir dans un passé récent que ces deux États-là étaient, n'est-ce pas, ici en partenariat. À l'époque du président Bazoum et de ses prédécesseurs, ces deux États-là entretenaient des relations diplomatiques, des partenariats stratégiques sur le domaine militaire et même sur le domaine économique. Et on voit que l'objectif pour lequel ce partenariat-là était entretenu n'était pas fondamentalement atteint sur le terrain. Donc, moi, je pense que cette rencontre bilatérale, j'ose croire que ce n'est pas dans l'optique de ramener le partenaire qui a été chassé il y a de cela quelques moments. Si c'est de le ramener, ça cause problème du point de vue, n'est-ce pas, du brainstorming politico-stratégique du Niger. Parce qu'en réalité, les faits sont lesquels? Les faits démontrent que les Américains, en réalité en Afrique, travaillent en phase avec les puissances occidentales. Et on se rend bel et bien compte que ces Américains, partout où ils accompagnent les États, beaucoup plus au niveau africain, ne réussissent toujours pas à résoudre le problème pour lequel ils décident souvent d'accompagner ces États-là sur le plan africain. Le problème des États africains aujourd'hui, c'est le terrorisme, c'est l'insécurité. C'est l'insécurité. Les Américains étaient au Niger et ils sont même encore dans cette sous-région-là. Il faut le dire qu'avant que le Niger ne les chasse du Niger, ils se sont redéployés dans les autres pays frontaliers. Ils sont au Djibouti, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont encore présents dans cette localité-là. Qu'est-ce qui explique donc l'urgence de revenir? Qu'est-ce qui explique donc l'urgence aujourd'hui pour les autorités nigériennes, d'accord, de se rapprocher diplomatiquement avec cette puissance-là à l'effet de rouvrir, comme vous dites, un nouveau chapitre? Moi, je pense qu'on devrait faire très attention. Les autorités nigériennes ne sont pas en train de leur donner les notions, mais je pense qu'il y a souvent des erreurs stratégiques qu'on ne commet pas lorsqu'on est dirigeant. On voit bel et bien qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont beaucoup plus un cancer pour les États africains. D'accord? On voit que la dégénérescence sécuritaire qui caractérise les États africains aujourd'hui s'est expliquée ou s'explique davantage parce que les Africains
avait des partenaires tels que les Américains, tels que les puissances occidentales. Et la réalité aurait voulu quoi? Aurait voulu que, pour mettre un terme à cette insécurité-là, qu'on se retire d'abord de ce partenariat classique-là qui n'a rien apporté aux États africains. Et c'est dans cette direction-là que le Niger s'était déjà inscrit en collaboration avec les États de l'AOS. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que cette rencontre bilatérale-là vise tout simplement à ramener ce partenaire belliqueux qui a été chassé par ces autorités nigériennes. Donc il faut comprendre que cette rencontre-là s'inscrit tout simplement dans la volonté des États-Unis d'Amérique de revenir avec force dans cette sous-région. Parce que le Niger, les enjeux sont énormes. Le Niger a, n'est-ce pas ici, sur le plan des ressources naturelles et des matières premières, des engagements ou des enjeux qui dépassent la sous-région ouest-africaine. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, le Niger n'a pas intérêt à ramener les Américains comme partenaires au Niger. Pour le moment, je dis bien pour le moment, il peut arriver qu'avec l'évolution du temps, que ce Niger-là puisse entretenir des relations peut-être économiques, peut-être culturelles, mais pour l'instant, sur le plan stratégique et militaire, le Niger devrait s'en méfier. Or, dans cette rencontre bilatérale, qu'est-ce qui était au menu? C'était beaucoup plus le volet stratégique, le volet sécuritaire, le volet militaire. Donc, en réalité, le Niger est en train de retomber dans un piège, d'accord, qui a caractérisé son État il y a quelques années. Donc, moi, je pense qu'on doit être constant, on doit être vraiment, comment dirais-je, vigilant lorsque on a en main la direction d'un État. Vous savez que d'autant plus qu'on adoube, qu'on félicite la direction et les actions des États de l'AES, il faut aussi indiquer que ces États-là, ces présidents-là ont aussi des petites erreurs qu'ils commettent dans leur façon de faire. Et il est important de dénoncer ces erreurs-là. Parce que l'objectif, c'est de libérer le continent africain. On ne doit pas commencer une dynamique et s'arrêter en mi-chemin et la torpiller en mi-chemin. La cohérence aurait voulu que le Niger reste constant dans sa position. Cette position, c'est laquelle? C'est la position qui voudrait que pour le moment, les partenaires tels que les Américains, les partenaires tels que les puissances occidentales, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, bref, le bloc qu'on appelle en géostratégie le bloc outanien, soient pour le moment chassés du continent africain. Il ne faut pas oublier le projet, n'est-ce pas, de la recolonisation du continent africain qui a été expliqué et publié par ces puissances occidentales. L'enjeu de revenir avec force. Et je pense que c'est ça qui est en train de se préparer à travers ces rencontres bilatérales, à travers ces visites qui s'opèrent de part et d'autre. Donc moi, je suis un peu inquiet. Pour vous dire la vérité, je suis un peu inquiet de cette rencontre-là parce que c'est une rencontre qui risque encore de replomber le Niger, n'est-ce pas, dans l'insécurité qui le caractérisait il y a seulement quelques années. Il est important que la direction que les États de l'AES ont décidé de prendre, c'est-à-dire en changeant de partenariat, en diversifiant son partenariat, en s'orientant vers un autre pôle qu'on appelle le pôle de l'Est, reste encore pérenne sur le terrain. On ne peut pas, au même moment qu'on a constaté qu'un partenaire est belliqueux, continuer à travailler avec lui et à travailler avec d'autres partenaires. Et vous savez que cette façon de faire n'est pas souvent appréciée par la Russie. Soit vous êtes avec nous et nous vous aidons à éradiquer le terrorisme, soit vous êtes avec les hypocrites, vous êtes avec l'ennemi qui en réalité n'a pas l'objectif de vous faire débarrasser du terrorisme. Donc cette rencontre bilatérale-là n'a pas d'autres objectifs que le repositionnement des puissances occidentales, de ces forces américaines qui ont été chassées par ces mêmes autorités nigériennes. Qu'est-ce qui urge aujourd'hui?
pour ces autorités nigériennes, n'est-ce pas, de ramener ce partenaire-là? Qu'est-ce qui urge? Qu'est-ce qui a changé sur le terrain? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il peut y avoir autre chose derrière? Une obligation, j'ai pas envie de dire une obligation, mais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui oblige les autorités nigériennes à avoir ce type de discussion avec les États-Unis? Je pense qu'objectivement, rien pour le moment ne saurait obliger le Niger. Il n'y a pas de pression qui pourrait aujourd'hui obliger le Niger à se réorienter vers ce partenaire-là. Parce que le Niger a décidé de prendre à main sa souveraineté. Et vous savez que dans les transactions internationales, ce qui caractérise un État, c'est sa souveraineté. Oui. Lorsque vous donnez l'impression que vous agissez parce qu'on vous met la pression, alors vous n'êtes pas souverain. Vous êtes encore cette néocolonie-là que vous avez dénoncée il y a seulement quelques mois. Donc moi je pense que la pression dont vous convoquez là, si elle reste réelle et si elle reste encore l'élément sur lequel les autorités nigériennes pourraient surfer pour expliquer ce rapprochement diplomatique avec les États-Unis, ça montrerait qu'en réalité, le Niger n'est pas sincère dans sa logique de la souveraineté. D'accord? Parce que si vous êtes souverain, vous n'êtes plus capable d'accepter des pressions. Si vous êtes souverain, il n'y a plus de pression qu'on doit vous donner, par exemple. Vous convenez avec moi? Bien sûr. Aujourd'hui, je ne vois pas l'angle sous lequel on peut aujourd'hui appuyer pour faire la pression au Niger. Au Niger. Je ne vois pas l'angle sous lequel... Je ne vois pas... Peut-être d'un non-dit, sinon, enfin, on essaye de comprendre. Hein, effectivement, vous l'avez dit, rien. Vous avez posé la question, qu'est-ce qui urge actuellement? Surtout quand on touche des points assez sensibles, on parle de sécurité, on parle de renseignement. L'une des explications, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Absolument. Il faut rappeler que les relations diplomatiques entre le Niger et les États-Unis ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a eu peut-être, n'est-ce pas, ici, des tensions avec l'arrivée de ces nouvelles autorités nigériennes, mais il faut rappeler que c'est des États qui entretiennent des relations diplomatiques depuis des décennies. Prise dans cette logique-là, on peut se poser la question de savoir que depuis les décennies que le Niger entretient des relations diplomatiques avec les États-Unis, qu'est-ce que le Niger en a tiré en termes de plus-value? On peut se poser cette question-là. Qu'est-ce que les Américains ont apporté sur le plan, n'est-ce pas, du développement économique au Niger? La réponse est totalement négative lorsque vous faites les analyses. D'accord? Parce qu'on voit bel et bien que les relations commerciales, les relations économiques entre le Niger et cette puissance-là étaient tout simplement en défaveur du Niger. Que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan, n'est-ce pas, de l'exploitation des matières premières et des ressources naturelles, le Niger, n'est-ce pas, a beaucoup perdu dans ses relations bilatérales avec ces États-là. C'est pourquoi nous disons donc que avec donc l'avènement de cette association qu'on appelle l'AES aujourd'hui, qui a pour objectif de prendre en main sa souveraineté et d'impulser une nouvelle dynamique dans le cadre du partenariat économique avec ces anciennes puissances-là, ne devrait plus, pour l'instant, ramener ces partenaires-là. L'objectif que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas que les États de l'AES doivent se fermer au reste du monde. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Mais nous disons que, à l'état actuel des choses, le Niger devrait s'en méfier. Ou du moins, le Niger devrait d'abord se fermer contre ces partenaires-là. Question de prendre, n'est-ce pas, des prédispositions sur le plan interne avant de réorienter leurs relations bilatérales avec ces États-là. Donc, l'enjeu sécuritaire et militaire aujourd'hui dans cet espace de l'AES reste totalement en vigueur sur la table. Les puissances occidentales sont en train de revenir puisqu'elles ne sont pas fières de l'arrivée ou du positionnement de la Russie et des partenaires tels que la Chine. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu est de ne pas laisser la Chine avancer, de ne pas laisser la Russie prendre position. Or, on constate que dans ce repositionnement de la Chine et de la Russie, l'Afrique a quand même la chance de gagner
sur un certain nombre d'éléments. Parce qu'on constate que lorsque la Russie et la Chine vous accompagnent sur le plan militaire et sur le plan stratégique, il y a quand même la différence que lorsque les puissances occidentales vous accompagnent. Donc, les autorités nigérianes ont aujourd'hui leur destin entre leurs mains. Est-ce qu'elles veulent ramener l'ancien bourreau pour ramener le Niger dans la situation insécuritaire dans laquelle il baignait jusque-là, ou alors le Niger a la nette volonté de sortir son pays de ce joug insécuritaire et de l'inscrire dans la dynamique des nouveaux partenariats. Voilà la question qu'on doit aujourd'hui répondre. Donc moi, je reste pantois, je reste inquiet. Cette rencontre-là vise tout simplement à ramener l'influence américaine dans cette localité-là au moment où les États de l'AES étaient déjà en train de capitaliser sur le plan, n'est-ce pas, de l'insécurité dans cette sous-région. Donc faisons très attention, c'est une alerte que nous donnons à ces autorités nigériennes. Nous ne sommes pas en train de leur donner les leçons, mais nous disons qu'elles doivent faire très attention parce qu'on risque de briser, n'est-ce pas, cette dynamique révolutionnaire, sécuritaire, souverainiste qui portait jusque-là ses fruits sur le terrain. Merci à vous, docteur Sango. Monsieur Henri Tangana, à la suite justement du docteur Sango, il rappelle effectivement, c'est une rencontre bilatérale, comme ça on a l'habitude de voir, entre deux États souverains. Maintenant, ce qui interroge effectivement, c'est peut-être le moment et surtout le partenaire, alors que il y a encore quelque temps, il y a eu ce problème, du moins rompait les relations militaires avec les États-Unis. Aujourd'hui, au cœur de cet échange, on parle de sécurité, on parle de renseignement dans un État tel que le Niger, qui aujourd'hui, on le sait, à côté du Burkina Faso et du Mali, font face à des actes de terrorisme, en tout cas à un défi sécuritaire. Alors, le docteur Sango le dit, ce n'est peut-être pas le moment de rouvrir les portes comme ça à un partenaire tel que les États-Unis, même si on sait que les États ne peuvent pas vivre en vase clos. Mais aujourd'hui, quel est votre avis, monsieur Henri Tangana, cette rencontre? Est-ce une bonne chose aujourd'hui pour le Niger? Oui, il faut d'abord savoir la rencontre. Nous parlons de quoi? D'une délégation du Congrès, parce que le Congrès est un exécutif. Pas vraiment, même s'il est puissant aux États-Unis et qu'il influence fort l'exécutif. Enfin, maintenant, on s'attarde un peu sur le monsieur Scott. On parle de sécurité, pourquoi? Parce que monsieur Scott est un monsieur sécurité aux États-Unis. Et son rôle, c'est quoi? Et il le dit, son rôle, c'est de renforcer l'armée américaine. Son rôle, il le dit, il n'invente rien. Il dit que son rôle, c'est que l'armée américaine soit la plus puissante du monde. Son rôle, c'est que l'armée américaine soit la plus entraînée. Son rôle, c'est que l'armée américaine ait la capacité de combattre ses adversaires. C'est lui qui dit, hein. Et dans les adversaires, il dit, y compris la Chine, la Russie et l'Iran. C'est ce qu'il dit, ce qu'il déclare. C'est écrit. C'est lui, M. Scott. Donc, quand il vient là, qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Le pays l'a dit aux armées américaines, OK, nous on veut être libres. Donc partez. Parce qu'un pays qui a une base militaire sur son sol n'est pas libre, n'est pas souverain. Je l'ai déjà expliqué ici, sur ce plateau, pour ceux qui nous suivent, mais je vais le redire. Vous vous souvenez de l'affaire Gbagbo en Côte d'Ivoire? Qui installe Ouattara au pouvoir? C'est l'armée française. L'armée française va bombarder le palais présidentiel ivoirien, enlever Gbagbo, envoyer à la CPI et installer Ouattara au pouvoir. Ce que je dis là sont des faits.
Ce sont des faits. Alors, je vous pose une question. Vous croyez que si l'armée ivoirienne avait un pouvoir de feu supérieur à l'armée française, ils auraient fait ça? L'armée française aurait répliqué pour protéger, d'abord la garde républicaine ivoirienne aurait protégé Gbagbo, et l'armée aurait protégé le pays. On le reste des bouteilles d'or. Quand une armée vient dans un pays, en tout cas les armées impérialistes, première chose, c'est rassurer qu'elle est plus puissante que votre armée dans votre pays. Deuxième chose, s'implémenter, avoir la possibilité de faire. Donc, de fait, ce pays-là contrôle votre pays. Je n'arrive pas à comprendre comment un pays peut se prétendre indépendant en implémentant les armées d'autres pays sur son sol. Dès que vous voulez devenir souverain, vous allez dégager les bases militaires d'autres pays. Alors, ces gens, quand ils viennent à votre pays, ils ne vous disent jamais « je vous donne des armes pour que vous allez vous battre, je vous donne du renseignement ». Ils ne vous donnent pas ça parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez puissant. Ils disent « nous venons ». Mais ils viennent s'installer. Et croyez-moi, vous allez être surpris, ce n'est pas valable que pour l'Afrique. Les Américains sont des pays impérialistes, colonialistes. C'est un pays qui est né sur la destruction de tout un continent. L'Amérique et les habitants autochtones de l'Amérique sont des Indiens. Ils ont été exterminés et la minorité mise dans des réserves. Ce pays n'a jamais été jugé. On a bien jugé l'Allemagne nazie. Vous connaissez quelqu'un qui va juger les États-Unis? Vous croyez qu'on ne les juge pas? Pourquoi? Parce qu'ils sont puissants militairement. Parce qu'ils étaient puissants économiquement, ils le sont encore. Parce que dans le monde entier, vous utilisez leur monnaie. Et pour garder cette hégémonie, ils doivent faire peur à tout le monde. À tout le monde. Donc, les pays de l'AES prennent leur souveraineté et leur demandent de partir parce qu'ils ont un soutien militaire assez puissant. S'il n'y avait pas eu le soutien militaire assez puissant, vous croyez que les Américains seraient partis? On aurait bombardé la présidence, on aurait remis Bazoum. Bazoum aurait signé les accords et puis fermé vos gueules. Vous êtes quoi? Vous êtes des pions. Le peuple, c'est des pions devant ces impérialistes. Ils ne se soucient pas de ça. Donc, devant la puissance, la montée en puissance de feu des pays nigériens qui sont déjà mieux équipés, ils sont partis. Mais vous croyez qu'ils veulent partir? Vous croyez que les gens qui ont des siècles d'extermination de peuples vont arrêter? Vous rigolez ou quoi? Il y en a un général français qui a dit, bon, nous, on va aller reprendre l'Europe pour venir vous recoloniser. Il le dit, il ne se gêne même pas. Alors que la colonisation est soi-disant reconnue comme un crime contre l'humanité. Quelqu'un dit, dans les médias, a découvert que lui va aller convaincre tous les pays d'Europe pour venir recoloniser, c'est-à-dire commettre un crime. Madame Siké, vous croyez que quelqu'un dans ce monde-ci peut se lever et dire qu'il va reconstruire les chambres à gaz? Je me pose la question. Et pourtant, quelqu'un le dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc cette commission qui revient. Mais parce qu'elle n'a pas les moyens de revenir militairement, qu'elle revient sous forme de renseignement. D'abord, la première chose, c'est de prendre le renseignement. C'est-à-dire que c'est ça les commissions parlementaires, très souvent, qui accompagnent un exécutif. C'est-à-dire que ces commissions ont des informations qui viennent du pays, dont les informations des ambassades, des informations de quelques modèles de renseignement que ce soit. Dans le renseignement, il y a les hommes qui sont là pour constater et il y a des moyens électroniques. Cette commission, elle est là juste pour constater, pour essayer de recouvrir si les informations qu'ils ont sont des informations justes. Et après, quand ils ont les informations, ils repartent, ils donnent ces informations à l'exécutif américain. Ça leur permet d'avoir un plan de travail. Pourquoi est-ce que j'insiste dessus? Parce qu'ils ne sont pas là en tant que membres de l'exécutif venant signer des accords. Ils ne sont pas en exécutif, donc ils ne peuvent rien signer.
Et finalement, ils ne sont pas d'accord. Ils disent, comme n'importe quelle commission parlementaire dans n'importe quel pays peut dire, nous allons dans tel pays voir et constater si les informations que nous avons sont avérées. C'est des rapports, c'est même pas des rapports, c'est des rapports entre États, des rapports normaux. Donc, je ne pense pas qu'ils ont été invités pour signer quelque chose. C'est une commission diplomatique qui a été envoyée, dont les États-Unis leur ont dit, allez voir ce qui se passe, allez essayer de parler avec eux. Mais ils ne peuvent pas signer des accords. C'est des parlementaires. Ils n'ont pas de puissance exécutive. Mais je vous ai présenté le personnage pour vous dire qui il est et pourquoi il est là. Oui. Il est donc là pour essayer d'avoir plus d'informations, d'en savoir un peu plus, mais son rôle, il est connu. Donc, il essaie de venir... en fait, ils sortent, mais ils essaient de garder les pions, ils essaient de garder ce qu'ils peuvent pour revenir. Dès qu'ils auront l'occasion, ils reviendront. Il suffit qu'ils remettent au pouvoir un chef d'État qui signe leurs accords, et puis ils reviennent. Et pour qu'ils reviennent, qu'est-ce qu'ils font? Première chose, ils commencent à vous mettre des terroristes. Dès qu'il y a des terroristes, vous vous dites, ah, il faut que les grands frères viennent nous protéger. Et dès que vous leur dites ça, ils vous disent, moi, je veux bien venir vous protéger, mais moi, je vais installer mon armée. Parce que je ne peux pas envoyer mes soldats s'ils peuvent se faire tirer dessus. Et vous leur dites, non, je veux des armes. Et ils vous disent, non, je ne vous donne pas des armes, je veux mon armée. Parce qu'ils ont peur que vous soyez puissant. Et c'est la différence avec la Russie. Comme la Russie n'a pas d'idée impérialiste, elle nous donne des armes pour pouvoir nous défendre. Je n'arrive pas à comprendre comment les chefs d'État africains ne comprennent pas ça. L'AES est un modèle. C'est un modèle. Donc, globalement, ce qui se passe, c'est ça. Ils essayent, en fait, c'est le même jeu que le général français disait, et ils mettent en œuvre ce jeu-là. Comment faire pour se réimplémenter? Et s'ils ne peuvent pas se réimplémenter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des cellules dites dormantes. Ces cellules dormantes attendent qu'il y ait peut-être changement à la tête de l'exécutif des États de l'AES, et ces changements-là, ils retombent dessus pour signer des accords. Ils le font dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est la raison pour laquelle les élections, ils scrutent toujours les élections présidentielles en Afrique, pour savoir si le nouveau chef d'État qui arrive peut être enrôlé ou joulatisé. C'est-à-dire qu'en fait, on vous confond d'être les leurs et vous signez des accords. C'est la raison pour laquelle ils scrutent le Cameroun. Vous savez qu'ils scrutent le Cameroun? C'est-à-dire que les chefs d'État viennent chez nous et nous disent, mais au fait, monsieur Biya, vous partez quand? C'est quoi votre souci? Je ne suis pas le fils de monsieur Biya, mais moi je regarde pourquoi veulent-ils qu'ils partent? Parce qu'ils veulent mettre à la place quelqu'un qu'ils ont déjà embobiné. Et très souvent, vous prenez n'importe qui là-bas, comme ils essaient de nous imposer, les chefs d'exécutif, vous n'avez pas vu qu'ils nous imposent nos intellectuels. Quand Macron va faire un forum, ou je ne sais plus quoi, là, à Montpellier, et il nous explique quelle est la nouvelle classe intellectuelle africaine. Il les a choisis là qui allaient nous représenter. Ils viennent d'où? Et puis on vous prend un historien, vous ne savez pas d'où il vient et qu'est-ce qu'il a fait. On vous dit que c'est lui qui a adoubé. On le fabrique une image dans un jet privé avec Macron. Ben, c'est pas ça la souveraineté. Après, on vous les impose. Les Américains ont un autre aussi, anglophone, qui essaient, vous ne savez pas d'où il vient, mais on vous l'impose. Et puis on lui donne un peu de CFA, il arrive, il s'implémente, il fait sa campagne, il se retrouve à la tête de l'État. Et comme par hasard, il signe des accords. Vous voyez ce qui se passe au Sénégal? En Côte d'Ivoire, ça, c'était déjà fait. Comment un chef d'État peut signer des accords pour que les bases militaires d'un pays étranger existent sur son sol? Ça, je ne peux pas comprendre ça. On peut comprendre encore ça quand on n'avait pas le choix. Il y avait des domaines réservés des pays de l'OTAN. Ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire la Russie ne regardait pas. Donc on se retrouvait sans armée. Ils nous mettaient les terroristes. On les suppliait de venir nous défendre pour avoir la paix. C'est un peu comme le violeur de votre fille qui vous dit, écoute, voilà. C'est un peu comme quelqu'un qui viole votre femme et qui vous dit, si je m'en vais, vous n'aurez plus de défense. L'autre va venir violer votre fille et votre femme. Et vous dites, ok, d'accord, viens quand même et viole que ma femme, laisse ma fille en paix.
C'est exactement l'image qui se passe avec les bases militaires. On vous met des terroristes, on vous dit, écoute, vous ne pouvez pas, votre armée ne peut rien contre les terroristes. Et quand vous dites, donnez-nous les armes, ils vous disent, ah non, 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 non. Pire, ils vous mettent au même pied d'égalité que les terroristes et vous disent de négocier. Et c'est ça qu'on appelle souvent les conférences dites souveraines. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent aux terroristes, nous on vous soutient, vous allez appartenir au gouvernement. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Voilà comment ça se passe. Donc c'est un peu leur rôle, je vais sortir par là, pour que ceux qui suivent l'émission avec nous puissent intervenir, parce que je sais qu'il y a le nombre de téléspectateurs. Oui. Merci à vous, Monsieur Henri. À Tangana, effectivement, les numéros de téléphone sont déjà affichés au bas de votre petit écran, chers téléspectateurs. Vous pouvez donc dès à présent appeler pour participer, donner votre point de vue sur les différentes thématiques et surtout la thématique principale de ce matin. En attendant de prendre peut-être le premier téléspectateur au standard, Dr Sango, un petit commentaire peut-être avec ce que nous rapporte par exemple Actu Niger qui nous dit ceci. Lors de cette rencontre qualifiée de débat de vérité, plusieurs sujets stratégiques ont été évoqués, bien sûr entre les deux délégations. Alors, Actu Niger le dit, peut-être la réalisation va afficher cette petite partie. Le ministre d'État a d'abord souligné que malgré le retrait des troupes américaines, la coopération entre le Niger et les États-Unis reste intacte, mais qu'elle doit désormais aller au-delà de la simple dimension sécuritaire. Il a insisté sur l'importance d'élargir ce partenariat à d'autres domaines comme le développement économique et social. Actu Niger poursuit en disant, dans son intervention, le ministre a également exprimé son mécontentement face au silence des États-Unis lors des tentatives de déstabilisation du Niger orchestrées par la France à travers la CEDEAO. Il a rappelé que les futures collaborations devront impérativement respecter la souveraineté du Niger. Le général Toumba, également présent, a averti que tout pays cherchant à nuire à la stabilité du Niger ferait face à une rupture immédiate de coopération. On va poursuivre avec un dernier paragraphe qui n'apparaît peut-être pas. En réponse, Austin Scott a expliqué que les États-Unis avaient eux-mêmes rencontré des difficultés dans leur coopération avec la France, notamment en raison de leur opposition à une intervention militaire contre le Niger. Le sénateur a affirmé que le Niger, en tant que nation souveraine, a tout à fait le droit de choisir ses partenaires stratégiques en toute indépendance. Un commentaire là-dessus, Dr Sango. Oui, on ne peut pas être, n'est-ce pas, ici en partenariat avec une puissance et se dire souverain si vous continuez encore à héberger sur votre sol des bases militaires étrangères, comme le disait mon co-discutant Henri Tangana tout à l'heure. Si le Niger parle de la souveraineté, il doit être constant. Il y a ce qu'on appelle les indices de la souveraineté. Vous ne pouvez pas être souverain si vous continuez encore à sous-traiter votre sécurité, si vous continuez encore à compter sur une puissance pour implémenter votre renseignement. Or, les États-Unis sont en train de vouloir revenir militairement, revenir à travers le renseignement, prendre, n'est-ce pas, en charge le contrôle sécuritaire ou alors stratégique de ce pays-là. Donc, vous ne pouvez pas être souverain et se comporter de cette manière-là. Madame Siké, les enjeux sont énormes, d'accord? Les États-Unis ne peuvent pas accepter facilement de quitter le Niger aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que les bombes atomiques que ce pays-là avait utilisées pendant la Deuxième Guerre mondiale à Hiroshima et Nagasaki, cette bombe atomique-là avait été fabriquée par l'uranium venant du Niger. Il faut le rappeler. Il faut rappeler que la France est aujourd'hui, n'est-ce pas, une puissance nucléaire, justement parce qu'elle utilisait et elle exploitait, n'est-ce pas, elle prenait gratuitement l'uranium du côté du Niger. Or, dans un contexte marqué aujourd'hui par la course aux armements,
dans un contexte marqué aujourd'hui par le positionnement de la puissance sur le plan international, les États-Unis ne pourront pas accepter facilement de ne plus avoir l'accès libre à cette ressource rare qui, à terme, va lui permettre ou lui permettra de nourrir son industrie nucléaire. Vous savez que l'industrie nucléaire, c'est une entreprise qui est pérenne. Ce n'est pas une activité que vous pouvez réaliser une fois pour toutes et dire que, OK, on a déjà notre bombe nucléaire, ça suffit. C'est quelque chose qu'il faut nourrir quotidiennement. Or, aujourd'hui, on voit qu'au fil du temps, il y a la poussée des nouvelles puissances sur le plan international. Les États-Unis se voient donc déclassés, n'est-ce pas, sur cette position-là. Et c'est ça l'enjeu fondamental aujourd'hui. Il ne faudrait pas penser que les États-Unis vont capituler facilement au Niger. Mais je pense que l'enjeu fondamental pour le Niger, c'est de faire en sorte que les États-Unis partent. Et non de leur donner accès. Parce qu'ils ne sont pas là parce qu'ils aiment le Niger. Ils ne sont pas là parce qu'ils veulent vraiment lutter contre l'insécurité. La preuve, ils sont là depuis 60 ans. Mais l'insécurité est toujours régnante. L'insécurité est toujours présente. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est l'indice militaire. C'est la construction de l'indice militaire sur le plan international. Les États-Unis voient que s'ils partent de cette localité-là, la place que va occuper la Russie et peut-être la Chine va permettre à ces deux puissances-là de prendre la puissance au niveau international, de devenir des superpuissances. Donc, au-delà même de l'enjeu sécuritaire, il faut y voir, n'est-ce pas, la course au positionnement international. La construction de la puissance est en train de se jouer aujourd'hui du côté du Niger. Et il faudrait donc que le Niger intègre cette réalité-là et travaille pour que l'Afrique aussi cesse d'être, à travers le Niger, cette entité instrumentale que les puissances internationales vont à chaque fois utiliser pour se confronter au niveau international. Il faudrait que les États africains aujourd'hui travaillent pour construire leur part d'indice militaire. Et cette construction-là passe indubitablement et surtout par la rupture d'un certain nombre de partenariats qui n'apportent rien aux États africains. Parmi ces partenariats, nous avons par exemple le cas des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, les choses sont claires. On travaille avec les partenaires qui peuvent nous aider aussi à capitaliser notre intérêt. Avec la Russie, avec les États-Unis, ce n'est pas possible. Avec les puissances occidentales, ce n'est pas possible. Il faut donc davantage maximiser nos chances avec des partenaires qui nous respectent, des partenaires qui peuvent aussi nous permettre de capitaliser notre intérêt et de respecter notre souveraineté. Je suis désolé avec ce communiqué du ministre de la Défense nigérien parlant de la souveraineté. Vous ne pouvez pas être souverain si vous n'avez pas un certain nombre d'éléments préalables. D'accord ? La souveraineté ne se prêche pas, ne se décrète pas. Elle se vit à travers les actions sur le terrain. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de dire à tous les États africains que les bases militaires sur vos terres ne sont pas un élément qui permette d'implémenter votre souveraineté. Aucun État souverain n'héberge sur son sol les bases militaires. Ces États-Unis d'Amérique, est-ce que vous pouvez trouver sur leur sol les bases militaires ? Pas du tout. Même en France, même en Chine, même en Russie, vous n'en trouverez jamais parce que ces pays sont souverains. Pourquoi ce n'est qu'en Afrique ? Donc il faut qu'on commence, n'est-ce pas, à dire non à un certain nombre de choses, à refuser les compromissions, le partenariat, la coopération avec les États-Unis. Elle peut se faire sous d'autres domaines, mais pas maintenant. Sur le plan stratégique, sur le plan militaire, je pense que les États-Unis ont montré leurs limites. Il est important aujourd'hui de travailler par nous-mêmes en collaboration avec des partenaires sérieux qui peuvent nous aider aussi à vaincre ce terrorisme occidental. Parce qu'il faut le dire, ces États-Unis en réalité ne disent pas que le terrorisme c'est eux. Ils ne le disent pas. Parce que sur le terrain, vous savez les preuves
que les pays africains ont mobilisé il y a quelques années, qui montraient que ce terrorisme-là avait comme adjuvant ces puissances occidentales sur le terrain. D'accord? Donc aujourd'hui, on doit être, n'est-ce pas, ici, sérieux, constant. On doit savoir ce que nous cherchons. On n'a plus besoin des bases militaires américaines, françaises en Afrique. Aujourd'hui, on doit construire notre sécurité par nous-mêmes. On doit chercher à construire notre part d'indice de puissance parce que c'est cet indice de puissance que les États-Unis sont en train de chercher sur le sol nigérian à travers ce qu'on appelle la ressource naturelle, à travers l'uranium. L'uranium reste l'enjeu fondamental de cette transaction entre les États-Unis et les pays occidentaux. Il est donc important que nous, dépositaires de ces matières premières stratégiques, que nous construisons notre part d'indice de puissance qui pourra aussi permettre à ce que l'Afrique cesse d'être un sujet de spoliation sur le plan international, mais aussi et surtout un acteur qui pourra aussi être respecté à travers, n'est-ce pas, ses prises de position sur le plan international. Merci à vous, Dr Sango. Déjà, on s'excuse auprès de nos téléspectateurs, surtout vous qui nous suivez, et bien sûr à travers les différentes plateformes. Des petits soucis techniques qui ne permettent pas une diffusion fluide de votre programme, mais qui sera bien sûr rediffusé un peu plus tard. Merci à tous ceux-là qui essayent quand même. On rappelle que vous pouvez également nous suivre à travers l'application For You Media Africa 24 heures sur 24. On va quand même essayer, on va forcer au standard si cela peut nous permettre de prendre quelques appelants. Monsieur Marc, on vous reçoit ce matin. Merci et bonjour. Bonjour, Madame Siké. Je voudrais dire bonjour à Monsieur Sango et Monsieur Antangana. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous avoir sur Facebook. Vraiment, c'est difficile parce que le thème est important pour l'Afrique. Donc, ils veulent vraiment faire de telle sorte que nous ne puissions pas écouter. Mais je pense que comme ça sera enregistré, donc nous allons réécouter l'émission plus tard. Ce que je voudrais dire, c'est que Dr Sango, malgré quelques bris en tout cas de messages que nous entendons, africain aujourd'hui, à travers votre télévision. Vous voyez, ce combat que nous menons, ce combat-là, c'est pour délivrer toute l'Afrique. Et vraiment, que Dieu lui-même vous aide à pouvoir, en tout cas, tenir dans ce combat. Vous avez entendu le sénateur américain. Oui. Il faut qu'ils viennent bombarder, en tout cas le Sahel. Aujourd'hui, en tenant ce discours-là, et aujourd'hui, se lève aujourd'hui pour venir au Sahel, ils pensent que les Africains sont des enfants ou quoi? Moi, je ne comprends pas. Si les autorités nigériennes permettent que ces gens-là viennent mettre pied encore au Sahel, moi, personnellement, je dirais que les Africains, c'est que les Africains sont réellement fautifs de ce qui va arriver. Parce que ces hommes-là veulent, c'est comme ça qu'ils ont fait autant de l'esclavage, en venant par petites touches, et après, ils nous ont pris tous en esclavage. Aujourd'hui, où nous sommes, ces gens-là ne nous considèrent pas, ces Kazakhs qui sont aux États-Unis, et ils ne sont là que pour leurs intérêts. Ils ne cherchent pas à savoir si les autres doivent vivre ou pas. Nous ne devons pas permettre afin que ces gens-là viennent mettre pied au Sahel. Moi, je pense que les deux autres États, c'est-à-dire le Burkina et le Mali, ne permettront pas que le Niger puisse permettre que ces gens-là puissent encore venir au Sahel. C'est à cause de l'uranium du Niger. C'est à cause des ressources immenses qui sont, en tout cas, enfouies sur le sol du Sahel que ces gens-là doivent venir. Eux, seulement, ils font tout leur intérêt. Ils ne veulent pas que les autres peuples puissent vivre. Donc, personnellement, moi je le dis, que les autorités nigériennes, ils sont venus, c'est vrai, clandestinement, mais aujourd'hui tout est mis à jour. Donc que les autorités
nigériennes ne permettent pas que ces gens-là viennent encore, en tout cas, nous créer encore des ennuis afin de pouvoir décimer la population comme ils l'ont fait. Ils ont laissé leurs djihadistes décimer la population du Sahel. Nous sommes en train de lutter afin que ces gens-là puissent être complètement nettoyés. Nous avons des partenaires sûrs comme la Turquie, comme la Russie, la Chine et l'Iran. Nous n'avons pas besoin d'eux. Ils ne nous ont jamais considérés. Nous n'avons pas besoin d'eux. Je demande aux autorités nigériennes de ne pas permettre que même ils puissent vraiment venir là. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans les ambassades de ces gens-là sont tous des espions. La CIA a infiltré toutes les ambassades afin de pouvoir, en tout cas, venir s'installer encore au Sahel. Quand ils étaient au Sahel, est-ce qu'ils donnaient les informations vraies? Non. Ils donnaient les armes? Non. Mais ils ont besoin... Est-ce qu'on a besoin d'eux? Donc moi, je vais m'arrêter là. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Vraiment, merci pour ce combat et que Dieu vous bénisse. Je suis toujours à votre écoute. Chaque matin, quand je me lève, je suis sur Forum Média afin de pouvoir écouter Forum Matin. Que Dieu vous bénisse, Madame Siké, et en tout cas, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Marc, depuis l'Angleterre. Merci infiniment d'être là tous les matins. Merci beaucoup. On prend un autre téléspectateur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Madame Siké. Merci beaucoup. Allô, bonjour, Madame Siké. Bonjour, Monsieur Atangana, Docteur Sango et tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour à Média. Moi, Monsieur Onana, je pense que l'arrivée de la délégation américaine au Niger est un leurre. Les autorités nigériennes ne devraient en aucun cas prêter attention à ces gens. Puisqu'ils y ont été pendant des années, ils n'ont rien fait. Les renseignements dont ils font allusion aujourd'hui, lesquels qui ne fait que subir et qui continuent d'abord à subir les méandres de ces Occidentaux qui sont malhonnêtes, criminels et tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde. Si les autorités nigériennes prêtent oreille à ces gens, en tant soit peu, elles verront bien que la colère de Dieu s'abattra sur elles. Qu'elles n'y prêtent aucune attention. Parce que l'Occident est méchant, est mercantile et tout ce qu'il y a de mauvais. Ils ne peuvent pas avoir vécu ce qu'ils ont vécu. Et tout d'un coup, on nous dit que les États-Unis reviennent avec des ci ou ça. Non, il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils font. L'Occident a démontré qu'il n'est pas là pour nous. Il est là pour ses intérêts égoïstes. Il ne nous aime pas. Ils aiment nous voir souffrir. Ils aiment nous voir souffrir. Vraiment, que le président, le général Tchani, fasse très attention. Le peuple est à son écoute. Les peuples africains sont à son écoute. Et regarde, même s'ils ne disent rien, pourront réagir. Qu'ils fassent très attention. L'Afrique, l'AES a décidé de prendre son avenir en main. Il n'est pas question qu'un État de l'AES se laisse tromper. Par exemple, dernièrement, quand j'ai vu la délégation nigérienne en Algérie, moi, ça m'a fait froid d'eau, tout en sachant que l'Algérie est une base arrière des terroristes qui déciment les peuples de l'AES. Faisons très attention à tout ce que nous faisons. Faisons très attention. Les États-Unis ne sont pas crédibles. C'est un pays criminel, esclavagiste. Donc, je vais m'arrêter là pour pouvoir permettre aux autres de prendre la parole. Merci beaucoup et très bonne journée. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Onana. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé ce matin et d'avoir partagé avec nous votre commentaire, votre avis autour de la thématique posée ce matin. Monsieur Peter en Écosse. Bonjour, Monsieur Peter, et merci d'être là ce matin. Allô? Mon point de vue sur la thématique que je trouve très intéressante. Moi, je pense que, comment on dit ça, les conciliations avec Niger et Bénin a dû au sommet Chain Africa, parce que je suppose que M. Xi Jinping a dû faire asseoir les délégations des deux pays pour le faire comprendre
que, quoi qu'il en soit, c'est la Chine qui est au milieu de tout ça, donc il faut qu'ils tiennent compte et que chacun brise son ego et son côté pays, c'est-à-dire que Bénin, comme il ne joue que par la France, on demande au président béninois de regarder les intérêts du peuple et non pas les intérêts géopolitiques. Je suppose, parce que quand je fais une analyse très profonde, c'est un peu comme ça que je vois ça. Et aussi qu'ils ont demandé au Mali de continuer les relations entre frères, quoi qu'il en soit, ils sont quand même frères. Et c'est pour ça que, de façon très officielle, on nous montre qu'il y a une réconciliation qui est en cours. Et je salue beaucoup des deux côtés, et que si la sagesse a pris le dessus, c'est une très bonne chose. Maintenant, si je viens sur le fond du sujet de ce matin, ma première réflexion rejoint ce que M. Atangana a dit. Je ne veux pas être très dur comme Dr Sango, mais je dis simplement que les États-Unis sont dans un aveu d'impuissance. Et vu déjà ce qui s'est passé la semaine dernière, selon le discours d'un membre du Sénat qui a proposé que les États-Unis attaquent le Niger parce qu'ils les ont humiliés, eux, les superpuissances, déjà, ça prouve un peu le côté belliciste de ce pays voyou que j'appelle des cow-boys, des backers. Et si le président Tani est très, comme je le sais, très intelligent, je ne crois pas qu'il va pouvoir céder à cette tentative que les Américains veulent faire par la délégation, parce que ça n'a pas de sens. Même s'il vient s'excuser par rapport au discours très houleux et hautain de leur compère, et ça ne change rien à la donne, parce que le Niger est très engagé sur la création de cette confédération. Ils sont très engagés sur les projets, les grands projets avec China, Russia, Iran, Turkish, etc. Et étant donné que les États-Unis font la guerre à leurs partenaires russes, je ne vois pas en quoi vont-ils accepter de renouer des relations bilatérales avec les États-Unis. Parce que quand on dit bilatéral, ça sous-entend des sous-contrats. Parce que pour les États-Unis, le Niger, que la France a perdu, est un point essentiel parce qu'ils voient en le Niger un danger pour eux par rapport à Israël. Quand je dis par rapport à Israël, je parle de l'Iran qui est un partenaire très privilégié du Niger, qui pour eux peut s'approvisionner en uranium. Donc voilà pourquoi ils viennent faire des propositions. Et généralement, quand ils font ça, ils viennent avec beaucoup de dollars. Ils ont battu comme ça pour essayer de dire qu'ils vont apporter des soutiens à ceci, à cela. Mais pourquoi avoir attendu 60 ans pour faire ça, alors que depuis longtemps, ce pays était exploité par la France, ils ont vécu dans l'obscurité, et on n'a jamais vu les États-Unis intervenir. Donc, pour moi, ça sent un peu le roussi. Et c'est en fait un poker menteur. Et je suppose et je pense que le président Tiani est assez très intelligent pour ne pas tomber dans ce piège. Sinon, c'est toute l'Afrique qui va être dans la désolation totale. On ne va pas se faire ami avec quelqu'un qui combat ton ami. Ça, c'est pas possible. Les États-Unis, à ciel ouvert, ont dit qu'ils vont financer l'Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien. Ça veut tout dire. Donc, le Niger, ayant chassé la présence militaire américaine, doit rester très ferme sur sa position avec les États-Unis. Voilà, c'est très clair, c'est-à-dire en diplomatie, même si c'est diplomatie de l'autruche, il faut sortir des mots clairs pour faire comprendre à l'autre que voici les limites un peu de notre relation. On peut faire des appels visio, je dis ça entre griffes. On peut faire des appels visio, on peut se saluer à distance, mais tu ne rentres pas dans mon salon. Voilà comment ils doivent les traiter, parce que s'ils ne le font pas, comme les Américains, leur approche, ça a toujours été comme ça. Après, ils vont créer une guerre parce qu'ils veulent faire la guerre. Et comme je dis, le problème aujourd'hui, c'est de pouvoir évacuer le flot d'armement qu'ils ont produit pour l'Ukraine, mais aussi reconquérir les territoires perdus stratégiques en Afrique. Et comme le Niger est un point très stratégique, ils se disent que si le Niger devient 100% russe, ce serait une très grosse perte pour eux, d'autant plus que le Tchad, qui est aussi le prolongement du Niger, est en train de
petit à petit se rapprocher de Moscou. Et les Américains ont dit, il faut empêcher tous ces pays de se rapprocher de Moscou. Il faut à tout prix empêcher. Mais quand ils disent à tout prix empêcher, c'est avec tous les moyens de bord. Guerre, conflit, terrorisme, etc., etc. Et ça, comme j'avais dit les semaines passées, il faut que ces pays s'attendent à quelque chose. Nous sommes au mois de septembre, don't forget that. Ouais. Et beaucoup de choses peuvent se passer. Et c'est pourquoi j'attire l'attention des dirigeants de l'AES, y compris celui même du Tchad, parce qu'ils ont préparé des choses pour le fin d'année, ce qu'ils appellent des cadeaux de fin d'année. Il faut que ces présidents-là soient très prêts. Sinon, ça va être très fatal pour eux, parce que la CIA a envoyé des éléments au point où ils ont préparé 120 000 terroristes parqués dans la partie du Soudan pour faire des carnages, surtout au Tchad, pour que le Tchad vienne encore demander la rescousse de sa tante, la France, et pour que également ils empêchent le Niger, l'AES, de pouvoir mettre en place leur structure, parce que apparemment la monnaie va bientôt sortir et ça représente un danger pour le dollar américain. Donc pour eux, voici un libibis et ils sont prêts à tout pour le faire. Je m'arrête ici. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez donné. Bye. Merci à vous, Monsieur Peter. Merci beaucoup pour cet appel. Depuis l'Écosse, je ne sais pas, le standard, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre téléspectateur ou bien? D'accord. Je pense qu'on va refermer le standard. En attendant, peut-être on verra si on disposera encore de quelques minutes pour y retourner. On verra, on va quand même d'abord sortir, faire le dernier tour de table avec nos invités sur la question, effectivement, à la suite aussi de nos téléspectateurs. C'est vrai que Monsieur Atangana, la sortie du ministre nigérien, quand même, laisse assez perplexe, même si certains pensent que cela peut être considéré comme une stratégie pour le Niger. On rappelle effectivement, selon ce qui a été rapporté par Actu Niger, que le ministre d'État effectivement a insisté sur l'importance d'élargir ce partenariat à d'autres domaines comme le développement économique et social. Donc, outre la sécurité et le renseignement, le Niger souhaite que ce partenariat s'élargisse encore. Et on voit aussi que le Niger s'est plaint de ce que les États-Unis n'ont pas soutenu justement le pays face aux tentatives de déstabilisation orchestrées par la France, telles que bien sûr l'affirme l'autorité nigérienne à travers la CEDEAO. Monsieur Henri Atangana, cette sortie ou cette déclaration du ministre nigérien aujourd'hui, sauf erreur, vous allez bien sûr nous corriger, mais on a effectivement l'impression que le Niger là, aujourd'hui, considère effectivement les États-Unis, ou alors veut peut-être aller revoir à neuf cette relation avec les États-Unis, et peut-être qu'il a en face, il considère qu'il a en face un partenaire stratégique, un partenaire fiable qui pourrait également le soutenir face aux tentatives de déstabilisation de certains États. Oui, mais les États-Unis ont soutenu quel pays dans le monde? Donnez-moi un exemple. Il faut vraiment soit vraiment très peu cultivé, ou alors n'avoir jamais lu, pour imaginer que les États-Unis peuvent être un partenaire de développement. Les États-Unis ont été un partenaire de développement de quel pays? Les États-Unis ont aidé quel pays à se développer? Ça n'existe pas. Et je dis que même dans leur relation avec l'Europe, je vous rappelle en passant que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis viennent en France et en Italie notamment, dans les pays européens, les pays occupés, ils viennent débarrasser ces pays du nazisme. Et ils envoient des gouvernements. Vous savez comment ils appelaient ces gouvernements?
ils appelaient ces gouvernements des gouvernements des territoires occupés. Ils sont arrivés en France, ils ont envoyé des militaires qu'ils ont formés à l'administration pour supplier à l'administration qui n'était pas là. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils chassent les nazis, ils s'installent et ils mettent des militaires américains qui font office d'administration en disant aux gens, c'est en attendant. Ils ont fait en France, ils appelaient des gouvernements militaires des territoires occupés. Ils ont fait ça en Italie. Ils ont battu leur propre monnaie. En France, on appelait ça le billet, ils avaient $1 avec le drapeau américain dessus. De la même façon qu'aux États-Unis. Mais à la libération, les populations n'ont pas accepté ça. Et ça n'a pas marché. C'est leur façon de voir. Les États-Unis, c'est un pays qui, quand il vient avec vous, c'est pour vous vassaliser. Alors, quand quelqu'un dit que c'est un partenaire de développement, mais il se moque de qui? Si les États-Unis n'ont été un partenaire de développement pour personne. Les Première et Deuxième Guerres mondiales n'ont servi qu'à l'enrichissement des États-Unis. Parce que tous les efforts de guerre fournis pour faire la guerre en Europe, c'était les Américains qui produisaient les machines, les armes et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on s'entretuait en Europe et leur production était optimale. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque, on était encore à l'étalon or. 75% des réserves d'or du monde étaient aux États-Unis. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce qu'à l'époque, quand on vendait en or. Parce que la monnaie était de l'or. La monnaie était liée, il y a une bijection. Donc, quand les États-Unis fabriquaient des voitures, des armes et tout ça, et qu'ils les vendaient en Europe, parce que l'Europe ne pouvait pas fabriquer des armes, les territoires étaient occupés, c'est-à-dire la France, l'Italie, tous les étaient occupés. Ils leur vendaient les armes, mais les autres payaient en or. C'était la Première Guerre mondiale. C'était la Deuxième Guerre mondiale, le même schéma. C'est comme ça que les États-Unis s'enrichissent. Les États-Unis s'enrichissent à la guerre. Qu'est-ce qu'il se passe actuellement en Ukraine? Maintenant, ils fournissent, vous l'entendez tout le temps, l'aide de tant de milliards de dollars doit être votée. On dit, mais non, en fait, on leur prête de l'argent. Alors, pour vous faire comprendre, on leur prête de l'argent pour rembourser. Si nous étions à l'étalon or, ces aides-là correspondraient à de l'or qui va aux États-Unis. Si nous étions à l'étalon or. C'est ça le problème. Et c'est comme ça que l'or s'est déplacé vers les États-Unis. Et c'est comme ça que les États-Unis vont devenir le plus gros producteur. Toutes les entreprises de construction automobile que vous connaissez sont nées de la guerre. Ford et tout ça. Ford a commencé à créer des voitures militaires. C'est un exemple. Ils vivent de la guerre. Et je vous avais dit sur ce plateau que nous sommes en pleine Troisième Guerre mondiale qui s'est déclenchée là, en Ukraine. Et qui continue sur le territoire africain. Mais tous stratèges, ces stratèges se disent, mais nous avons besoin de partenaires, de ressources. Et Poutine l'a compris. Poutine a compris que l'Ukraine, c'était juste pour l'affaiblir et l'attaquer après. La Chine sait qu'après la Russie, le prochain sera la Chine. Parce que les États-Unis sont des pays impérialistes, c'est leur modèle de fonctionnement. Ils sont nés sur ça. Ils ne réfléchissent pas autrement. Nous avons parlé de Scott. Scott le dit. Scott dit, l'armée américaine doit être la plus puissante du monde pour imposer notre façon de penser au monde entier. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Alors quand quelqu'un dit qu'il va avoir un partenaire au développement, on peut juste imaginer, et c'est là, à l'attention de M. Tiani, de toujours se demander à quel moment on a retourné ses collaborateurs. Et c'est le problème, parce que quand on dit qu'il y a la guerre, il y a la guerre du renseignement. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, M. Tiani, qui est nigérien, mais qu'il se dise qu'on peut retourner un de ses ministres n'importe quand.
C'est-à-dire, on l'appelle, on lui dit, OK, nous, on te retourne. Et vous entendez un ministre commence à faire ce genre de déclaration. Et le lendemain, vous allez entendre qu'il y a eu le coup d'État. Mais c'est le ministre qui a fait ces déclarations-là qui est chef de l'État. Vous ne voyez pas ça? Vous allez voir. C'est comme ça que je dis souvent les choses et vous allez les voir arriver. On retourne les gens, on retourne votre gouvernement, on retourne vos ministres. C'est tout ça qui se passe. Donc, quand vous voyez cette déclaration qui n'a aucun sens, qui est basée sur quoi? Les États-Unis ont développé personne. Nous, on a besoin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que quand vous avez besoin de développement, à un certain moment, vous avez besoin de financement pour votre développement. Je donne un exemple. Vous voulez faire de l'agriculture. Il faut avoir des financements pour faire l'agriculture. Donc, des tracteurs, des machines que vous ne produisez pas. Vous vous retournez alors vers un partenaire qui vous apporte des financements pour mécaniser votre agriculture. C'est ça qu'on appelle un financement efficace. Alors, ça se passe comment en réalité? Que j'ai entendu ça et les gens dire parfois des choses qu'ils ne comprennent pas. Ça me fait rire quand j'entends certaines personnes parler. Quand vous entendez l'aide au développement, mais vous n'avez pas l'argent. C'est la société occidentale. Quand vous entendez, par exemple, la Banque mondiale a donné l'argent à un pays africain sur tel projet. Vous croyez quoi que l'argent arrive dans ce pays? Je donne un exemple concret. Quand on vous dit que oui, la France a financé le nouveau pont du Vouri, vous croyez vraiment que l'argent allait de la France au gouvernement camerounais? Pendant ces accords, on dit la société telle française doit le faire. Pour signer les accords, l'argent reste en France. Parce que j'entends dans une émission où des gens, on ne savait même pas de quoi ils parlent, dire que les problèmes africains sont les problèmes de mal-gouvernance. Mais entendez-vous riez ou quoi? En Europe, les détournements de fonds publics, c'est le sport national. C'est le sport national. Vous avez pas entendu les affaires du fils de Biden en Ukraine? Non. Ces sommes d'argent-là viennent de l'ordre, financement de l'ordre de 5% du budget. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est ces miettes qu'on arrive là, les gouvernants qui sont là, essaient d'avoir ça en rétro-commission, se partagent et vivent carrosse. Mais n'allez pas penser qu'on prend cet argent, on le donne, et les gouvernements détournent ça. Vous vous trompez. J'ai travaillé dans des projets à l'international, je parle de ce que je sais. Ils ne vous donnent pas l'argent, ils signent toujours des accords pour que leur société vienne réaliser. Conséquence, vous n'avez pas d'expertise technique, et j'entends souvent les gens dire transfert de technologie. Qu'est-ce que vous voulez dire transfert de technologie? Quand vous avez un contrat avec un pays qui envoie ses sociétés, ses ingénieurs venir réaliser, comment voulez-vous qu'il y ait transfert de technologie? Et au Cameroun, on prend des mecs pour faire l'appel. Vous ne les voyez pas souvent? Le transfert de technologie se passe, c'est quand vos ingénieurs réalisent. Mais tiens, on prend des exemples concrets. Les stades qu'il y a eu au Cameroun ont été construits par qui? Il n'y a pas d'architecte au Cameroun depuis les indépendances. Pourquoi ils n'ont? Parce que au moment où on signe le contrat, le pays qui va financer vous impose ses sociétés et ses ingénieurs. Et si vous n'êtes pas d'accord, ils n'apportent pas les financements. Pourquoi on ne dit pas cette réalité aux populations? C'est cette réalité qui se passe. En même temps, quand le chef d'État ne fait pas ses réalisations, on dit il n'a rien fait. Et les chefs d'État africains sont là, ne savent pas quoi faire. La seule chose, ils vont dire ah oui, d'accord, j'espère quand même qu'en signant le contrat avec, on va construire les stades. Mais vous avez bien vu que c'était des sociétés étrangères. Je peux vous prendre des exemples depuis la Sonara. La Sonara a été conçue et exécutée par qui? C'était pas par Total. Je vous parlais de la Cellucam. Les financements étaient où? Je vous parle de la Sonara, de la Cellucam, de la Sodecoton, de Kamsuko, de tout ce qu'on a appelé les éléphants blancs. C'est ça qui se passe en Ukraine, c'est que les Américains disent on donne tant de milliards de dollars, mais ils ne donnent pas l'argent. Ils envoient des armes. Conséquence, vous avez les armes là, vous n'en avez pas la technologie. Et ils vous envoient des gens pour exécuter. Mais tout ça, par exemple, je donne un exemple concret. Si on vous envoie un char d'assaut avec des militaires américains, on vous facture tout ça. On veut dire que chaque militaire américain qui est là, beaucoup de temps, on vous envoie la facture qui sera en prêt.
C'est ça qui s'est passé quand les États-Unis vont aussi créer ce qu'on appelle le plan Marshall. Quand ils vont avoir tout cet argent dont je vous ai parlé après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ils vont dire, nous prêtons cet argent en Europe sous forme de plan Marshall. Le plan Marshall, ce n'est pas parce que c'est la générosité, parce qu'ils se retrouvaient avec des pays, il n'y avait plus de consommateurs du point de vue économique. Il faut donc créer des consommateurs. Et c'est à ce moment qu'il faut, quand vous signez un contrat à l'international, essayer de vous demander les retombées, c'est quoi? Vous signez un contrat pour exécuter quelque chose au Cameroun, il n'y a aucun ingénieur camerounais là. Et vous voulez qu'il y ait transfert de technologie. Quel transfert de technologie? Vous croyez qu'il y a une formule aux États-Unis, puisque américaine, que les ingénieurs américains connaissent, que les ingénieurs camerounais ne connaissent pas? Dites-moi laquelle. Le transfert de technologie, c'est l'exécution. Donc, vous voyez comment on exécute, vous voyez comment une solution a été trouvée. Et quand vous ne voyez pas, vous créez vos laboratoires de recherche pour trouver les solutions d'exécution. C'est ça le transfert de technologie. Le transfert de technologie, ça veut dire que moi, je ne fais plus de recherche, mais je profite de la recherche de l'autre, ça me permet d'aller beaucoup plus vite. C'est ça le transfert de technologie. Chaque fois qu'on ça et là, les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, avec le chef d'État, quelqu'un assis, il dit, ben, j'ai signé un contrat, je veux le transfert de technologie. Mais non, tu n'auras jamais le transfert de technologie. La seule façon d'avoir le transfert de technologie, c'est dire à celui qui donne l'argent, écoute, moi je veux, mais c'est mes ingénieurs qui le réalisent. Sauf qu'il lui va dire, moi je ne donne pas l'argent. Vous avez donc compris ce qui se passe dans les négociations à l'international. Oui. Le chef d'État se dit, ok, j'accepte quand même que tu viennes construire avec ta société. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est la Sonara. Le résultat, c'est la cellule. Comme vous connaissez l'histoire de la cellule au Cameroun, ça avait coûté 120 milliards d'anciens francs CFA. 120 milliards. Si vous enlevez la dévaluation, ça va être 240 milliards. Si vous achetez l'inflation, c'est un machin qui a coûté actuellement 500 milliards. Ça a tourné 3 mois, ça a pris feu. Et il paraît, toutes les structures du monde, quand on vous la livre avec au moins une garantie d'1 an. Dans ce cas, personne n'avait livré. Et c'était les ingénieurs camerounais qui avaient fait ça. Ce n'étaient pas tous les ingénieurs occidentaux qui avaient livré, exécuté et tout. Là, c'est lui qui n'a plus jamais marché, qui était la société la plus chère du temps d'Aïdjo. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons continué à rembourser la dette. C'est comme ça que ça se passe en réalité. Ouais. Et qu'est-ce que ce Camerounais qui est là, il voit que ça ne marche pas quand Paul Biya arrive, il trouve des dettes partout de ces moutons blancs. C'est ça qui s'est passé. On a construit des sociétés qui n'étaient efficaces en rien du tout. Parce que ceux qui concevaient ces projets sont contentés de regarder. Voilà la réalité de ces trucs-là. Donc quand le ministre, pour revenir, dit, Nigérian dit, je veux le développement avec les États-Unis, mais il se moque de qui? Soit alors on l'a retourné, et ça, c'est le chef d'État qui doit se poser des questions sur son ministre, s'il doit le garder. Ah bah oui, s'il a un compte, j'ai dit si, hein, je suis au conditionnel, ne me faites pas procès. J'ai dit soit si, on lui ouvre un compte quelque part dans un paradis fiscal. Ah bah oui, parce que c'est comme ça que ça se passe en réalité. On lui donne de l'argent, mais on te dit quelques dollars dans un paradis fiscal, et puis tu retournes contre ton État, et tu poses des actes qui n'ont aucun sens. Je sors par là. Je vois votre patience. Merci à vous, Monsieur Aria Tongana. On revient sur le plateau pour sortir effectivement avec vous ici, Docteur Sango, des perspectives, en tout cas pour le Niger à la suite de cette rencontre. Oui, les perspectives doivent se trouver vers d'autres partenaires en dehors des États-Unis parce que les États-Unis n'ont jamais été un partenaire de développement. En réalité, il faut dire qu'ils ont toujours été un partenaire du sous-développement et du chaos. Pire encore, lorsqu'il s'agit du domaine militaire et du domaine, n'est-ce pas, stratégique. Parce qu'on sait que partout où ce partenaire-là a accompagné d'autres États, dans ce sens-là, ça a toujours été du chaos. En Afghanistan, c'était l'échec. Au Vietnam, l'échec. En Syrie, l'échec. Récemment même dans ce Niger, parce qu'ils y étaient encore, l'échec total.
Donc, vous ne pouvez pas aller chercher un partenaire pareil qui brille d'échec en échec sur le plan partenarial et penser que ce sera un partenaire efficace qui pourra vous accompagner sur le terrain. Donc, en termes de perspective, nous pensons tout simplement que les États de l'AES et les États africains, de manière globale aujourd'hui, doivent chercher des partenaires en dehors de ce bloc occidental. D'accord ? On peut trouver des partenaires sur le plan international qui peuvent aider l'Afrique aujourd'hui à se développer. Mais avant de chercher, n'est-ce pas, dans le cadre des partenariats, je pense que l'Afrique doit d'abord comprendre que son destin est entre ses mains. C'est à elle qu'appartient la responsabilité de dicter d'abord ce qu'on appelle sa vision de développement. D'accord ? Vous allez vous rendre compte que ce qui fait défaut au continent africain aujourd'hui, c'est ce déficit en termes de vision, en termes, n'est-ce pas ici, de dotation d'un document stratégique de développement. Partout où l'Afrique se déploie dans ces sommets internationaux, vous voyez toujours que l'Afrique ne ressort pas gagnante parce qu'elle n'a rien qu'elle propose de manière globale. Récemment, c'était encore le sommet Chine-Afrique. Vous avez vu comment cette Afrique-là est partie de manière dispersée au moment où la Chine, de son côté, se prépare stratégiquement à travers un document. Il faut rappeler que dans ce processus du sommet Chine-Afrique, la Chine avait défini toute une stratégie 2035 pour le continent africain. Et cette stratégie-là a été intégrée dans son plan interne de développement. Ça veut dire que quoi? La Chine a des objectifs lorsqu'elle, n'est-ce pas, intervient dans ses relations avec le continent africain. Or, du côté africain, il n'en est rien. On n'a rien qu'on propose, on n'a rien comme vision. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique devrait comprendre qu'on ne développe pas, mais on se développe. On ne sécurise pas, mais on se sécurise. C'est à nous de définir nos stratégies de sécurisation. Et nous avons constaté que parmi les stratégies de sécurisation que l'Afrique doit aujourd'hui privilégier, les États-Unis et bien d'autres partenaires occidentaux n'y figurent pas. Donc, nous disons aux autorités nigériennes de se raviser, de laisser ces autorités américaines partir comme ils sont venus. C'est-à-dire, c'était une visite bilatérale, mais on ne souhaiterait pas que cette visite-là, n'est-ce pas ici, participe à ramener ces puissances dans ce territoire parce qu'en réalité, ce sera ramener le Niger vers 60 ans en arrière. Donc aujourd'hui, nous pensons que l'Afrique doit s'ambitionner, l'Afrique doit se projeter comme puissance et c'est cette façon de projection qui fera donc en sorte que le partenaire, s'il faut en trouver sur le plan international, vous accompagne dans cette dynamique. Parce que si vous n'avez pas de vision, le partenaire ne pourra pas vous accompagner. Il viendra tout simplement satisfaire ses intérêts. Or, si vous avez déjà une vision développée sur le plan interne, le partenaire vient donc pour vous accompagner dans l'implémentation de cette vision-là. Et c'est cette vision-là qui manque aux États africains aujourd'hui et dont nous en appelons vivement pour que l'Afrique aussi pèse dans le concert des nations et capitalise dans ces différents sommets internationaux qui sont devenus aujourd'hui l'instrument privilégié des échanges bilatéraux. Merci à vous, Dr Sango. Merci à Monsieur Atangana. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Merci à l'équipe technique également pour la réalisation de cette autre édition de For You Matin, la première de la semaine. On vous souhaite donc une très très belle matinée, très bon début de semaine. Bien sûr, les programmes sont en continu sur votre télévision panafricaine. À demain.